Quand on parle de pêche artisanale, il est important en tout premier lieu de se questionner sur qu'est-ce que recouvre cette notion de pêche artisanale. C'est une notion qui est souvent utilisée sans en définir en premier lieu les contours. Mais qu'est-ce qu'on met réellement derrière ce terme et surtout qui décide de cette définition ? Cette définition peut varier d'un pays à l'autre, selon les contextes, selon les pays. Elle peut être définie par la taille des embarcations, par le type d'engin utilisé, par la distance parcourue en mer, par le statut social des pêcheurs. Mais ces critères-là, ils ne sont pas neutres, ils traduisent des choix politiques, économiques et parfois même culturels. En définissant ce qu'est la pêche artisanale, on définit aussi qui a le droit d'en vivre, qui peut parler au nom de ce secteur, qui a accès aux aides, aux espaces, aux ressources, aux décisions. Et donc ce questionnement, il est au cœur de nos préoccupations collectives et il nous invite à déconstruire certaines évidences, à confronter nos réalités et peut-être à imaginer ensemble des manières plus justes, plus inclusives de penser et de soutenir la pêche artisanale. En France, la définition de la pêche artisanale a très peu à voir avec la taille du navire. C'est tous les navires jusqu'à 25 mètres. Et ce qui compte, c'est le capital du bateau par qui il est détenu. S'il est détenu jusqu'à 51% par le pêcheur embarqué, on considère que c'est la pêche artisanale. Donc un petit bateau de 8 mètres qu'on appelle petit métier ou un chalutier de 24 mètres peut être défini en pêche artisanale. Les principaux atouts de la pêche artisanale, de mon point de vue, c'est surtout d'être une pêche qui va impliquer peu de moyens et qui va être locale, en tout cas dans le terme de son activité de pêche. C'est-à-dire qu'en termes de bilan carbone et de temps passé en mer, on va avoir quelque chose de relativement court. Donc on peut parler aussi de circuits courts avec des gens qui pêchent localement et qui vont vendre essentiellement localement aussi, avec des petites unités et des moyens. En Méditerranée, on parle de pêche au petit métier. Donc là aussi, des moyens qui sont adaptés à la taille humaine en fait. En Mauritanie, la pêche artisanale, c'est toute pirogue inférieure ou égale à 14 mètres et doit avoir comme moteur au maximum 150 chevaux. Et des engins comme la turlute, comme le palangrier, la ligne, les filets, entre autres. En général, la plupart des pirogues sont en bois ou en polystère et ils sont tous non pointés parce que c'est la pêche artisanale. Ça veut dire que tout ce qui se fait, ça se fait avec des mains. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de moteur. Tout est artisanal. C'est avec la force de l'être humain. Je trouve qu'en Mauritanie, le fait de définir une limite de longueur et de puissance du moteur, c'est super intéressant. Ça permet vraiment de lier intensité de pêche et moyen, taille du bateau, puissance du moteur. La pêche artisanale est très importante pour nous, les femmes, en Mauritanie, parce qu'elle est en première génératrice de revenus. Elle nous permet de mener notre activité de revente de poissons à l'état frais, mais aussi de produits de transformation artisanale que nous faisons. Les femmes sont, je peux dire, partout dans la chaîne de valeur de la pêche artisanale. Elles sont au niveau de toute la chaîne de valeur. De la capture à la marmite, les femmes sont présentes. En termes de ressources et de produits pêchés, on s'aperçoit assez rapidement quand on parle avec tous les pêcheurs artisanaux qu'ils ont aussi une exploitation de tout ce qui est pêché, de manière à ne pas avoir de gaspillage. C'est-à-dire quelles que soient les espèces, l'expérience va leur avoir permis de trouver une ressource pour le vendre et éviter effectivement que des ressources soient enlevées de la mer pour finalement être jetées par la suite. La transformation de poissons, c'est en général des techniques de conservation de poissons, parce que nous sommes dans une zone très chaude et que nous avons besoin de poissons là où on se trouve, c'est-à-dire au niveau de la Mauritanie, les points les plus éloignés de la Mauritanie, nous avons besoin de trouver du poisson. Donc ce poisson frais n'est pas accessible à tout Mauritanien, vu l'éloignement des zones, vu l'enclavement des zones. Donc cette technique de conservation qui consiste soit à saler le poisson et le sécher,
soit à le fermenter et le sécher, soit le faire en poudre et le sécher, ou le découper en morceaux, uniquement le saler et le sécher. Donc c'est des techniques de conservation de poissons le plus longtemps possible pour pouvoir l'amener dans les zones les plus éloignées de nos villes. La pêche artisanale est actuellement menacée en Mauritanie par la rareté de la ressource. Et cette ressource qui en dépendait les communautés, cela veut dire de pêche mauritanienne, elle devient de plus en plus rare par les baisses des captures. Avec la rareté du poisson, maintenant nous, on est obligé, par exemple avec le réchauffement climatique, les poissons pélagiques migrent vers le nord et puis plus au fond aussi. Donc maintenant on est obligé avec la pêche artisanale de faire beaucoup de risques. Ça même c'est signalé dans l'immersion en mer, parce que vous avez dit que les pêcheurs artisanaux partent au fond en mer au péril de leur vie, parce qu'il peut y avoir des collisions avec ces bateaux-là. La raréfaction des produits ne fait que tuer le métier de transformation ou de mareyeur. Parce que nous dépendons totalement du poisson. Nous n'avons d'activité que de revente de poissons ou de transformation de poissons. Donc notre vie en dépend. La vie de la femme mauritanienne dépend de l'accès aux produits, l'accès aux poissons, de pouvoir trouver le poisson dès que possible pour continuer notre activité. Donc l'aquaculture, c'est un nouveau phénomène en Mauritanie. Donc c'est l'élevage du poisson, soit dans des bassins, soit aussi au niveau de certains bras de fleuves ou certains mares en Mauritanie. Les besoins de l'aquaculture sont surmesurés, cela veut dire avec la production, cela veut dire de l'aliment. Cela veut dire qu'il faudrait pêcher 5 tonnes pour produire 1 tonne de l'aliment de l'aquaculture. Cela veut dire que l'aquaculture est une menace même pour la sécurité alimentaire, parce que les produits de base, cela veut dire de l'aquaculture, cela veut dire de la nourriture de ces poissons-là, sont faits de poissons pélagiques qui sont à la brousse, cela veut dire des populations vulnérables de la Mauritanie. Donc en Mauritanie, la pêche artisanale peut aller là où il veut. Mais par contre, la pêche côtière, et surtout les scènes tournantes, ils doivent commencer à pêcher à 1 maille, au-delà de 1 maille. C'est-à-dire que la pêche côtière et industrielle sont délimitées, mais des fois, ils attendent à la tombée de la nuit pour revenir dans notre zone. Résultat, ça fait de la concurrence entre les bateaux, alors que les zones proches de la côte devraient être réservées aux petits pêcheurs et les zones du large laissées uniquement aux industriels. Mais en tout cas, le fait que les industriels viennent pêcher dans les zones où il y a les petits pêcheurs, ça déséquilibre tout et ça crée de la concurrence qui est déloyale. Notamment en Afrique de l'Ouest, où les flottes industrielles sont soutenues par des intérêts économiques très puissants et par beaucoup de subventions publiques, donc notamment par des négociations d'accords de pêche et également des subventions pour la modernisation des équipements, etc. Toutes ces subventions-là, ce sont de l'argent public occidental qui en fait vient au détriment des pêcheurs artisans et des pêcheurs côtiers. Aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de pouvoir changer ces subventions-là, de les transformer et permettre une transition du secteur de la pêche qui favorise la petite pêche côtière, la pêche artisanale et permettre en fait de réduire l'effort de pêche global et l'état de pression sur les ressources en poisson. Les bateaux de pêche industrielle, c'est des bateaux issus des accords de pêche entre la Mauritanie par exemple et l'Union européenne, ou la Chine ou les Turcs, et aussi ici des affrètements de bateaux internationaux. Moi je me pose la question, est-ce que la ressource elle est rare ou est-ce que la ressource est déplacée? Parce qu'avec le savoir anthropique, on voit que le poisson, cela veut dire, ne vaut pas du bruit. Avec la pollution sonore qui se passe actuellement avec les prospections pétrolières, la cohabitation gaz, pétrole, l'hydrogène vert, l'installation des chaînes hôtelières, est-ce que la ressource ne s'est pas déplacée, cela veut dire à une autre distance, cela veut dire de la côte?
J'ai échangé aujourd'hui avec des Mauritaniens qui font le métier comme moi. Et par rapport à la distance qui sépare nos pays, je pense que les problèmes sont les mêmes. C'est un manque de connivence entre la base et l'État. Et cette méconnaissance du terrain est aussi nuisible chez eux que chez nous. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui faussent les données et qui ralentissent le système d'un métier protecteur de l'environnement et d'une écologie plus protégée par un savoir que par des lois. Les femmes chez nous ne sont pas impliquées dans les décisions, ne sont pas impliquées soit dans les formations, soit dans tout ce qui se passe dans notre secteur. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est d'être impliqués totalement et entièrement dans les organes des instances de décision. La pêche traditionnelle et artisanale en France, à mon avis, c'est celle qui a le moins d'impact sur la ressource, c'est celle qui est le plus bafouée par l'État, c'est celle qui dérange. Parce que comme on est nombreux de petits bateaux, on essaye de rentrer dans une globalité avec certaines unités pour faire le moins de paperasse possible, avoir le moins de travail possible au niveau gouvernemental. C'est triste parce que ça va à l'envers d'une logique et d'un équilibre. Le gros souci, c'est que les plus respectueux de tout ça sont les professionnels. Les plus verbalisés sont les professionnels. Quand on parle de comptabiliser les poissons, les masses, on ne parle que des pêcheurs professionnels, mais on ne prend aucunement en considération la pêche récréative et le braconnage. Et c'est ce qui fait que tous les rapports sont déstabilisés et faux. En France, 70% des produits de la mer qu'on consomme sont importés. Alors que moi, ce matin, j'ai appris qu'en Mauritanie, 70%, voire plus, de ce qui était pêché était exporté. Les données scientifiques sont importantes pour la pêche artisanale, mais aussi pour la pêche industrielle, puisque l'écosystème est global et donc ce qui est exploité par la pêche artisanale, il y a des liens avec ce qui est exploité avec la pêche industrielle. Après, il y a d'autres enjeux pour la pêche artisanale, c'est sur des zones beaucoup plus côtières où effectivement il y a encore plus d'atteintes non seulement aux écosystèmes, non seulement par les activités de pêche, mais aussi par d'autres activités humaines, et notamment dans l'Afrique de l'Ouest, des activités d'extraction minière, des activités, des pollutions aussi dues au développement des villes, aux aménagements portuaires qu'il peut y avoir sur la côte, à la déforestation des mangroves dans les zones de mangroves, etc., etc. Juste dire qu'il faut appuyer les femmes dans leur activité de transformation, dans leur activité de revente de poissons, les appuyer surtout dans l'accès au financement, au crédit. Il y a des crédits adaptés à nos activités, donc nous permettre d'accéder à ces crédits sans ces conditions d'accès qui sont soit la garantie, soit l'avance, soit parce que les femmes n'en ont pas. Faciliter l'accès au crédit aux femmes, mais aussi appuyer les femmes, leur renforcer des renforcements de capacité, des formations techniques de transformation en gestion, mais aussi en organisation, surtout ce qui nous manque beaucoup dans nos zones de travail. Pourquoi les aires marines protégées aujourd'hui, c'est important ? Premièrement parce qu'on a un dérèglement climatique qui aujourd'hui détruit petit à petit l'océan, la vie et toute forme de biodiversité qu'on va avoir dans nos eaux. Et aussi parce qu'il y a une pression de pêche qui, d'après l'IPBES, est vraiment la première cause de destruction de la biodiversité depuis des années. L'océan aujourd'hui il se meurt, il se réchauffe, il s'acidifie et en fait il y a une solution à tous ces problèmes, ce sont les aires marines protégées. Ces zones, elles sont importantes, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on protège des zones, quand on interdit ces activités industrielles, on va avoir à la fois un regain de biodiversité, des populations de poissons qui vont devenir plus importantes, plus diverses, plus gros. On va aussi avoir des espaces qui sont protégés, donc les algues, les herbiers, les sables, etc., qui sont en fait des espaces qui stockent du carbone, ce qui est absolument une nécessité aujourd'hui face au dérèglement climatique. Ce qui est intéressant avec la discussion qu'on a eue avec les acteurs mauritaniens, c'est que ils témoignent d'une vraie aire marine protégée, c'est-à-dire une zone où chez eux, il n'y a pas de navire motorisé qui y va, donc c'est même encore plus loin que les critères scientifiques, et ils partagent leur expérience et disent « ça fonctionne ».
Ça fonctionne, on le voit en tant que pêcheur, ça fonctionne, on a plus de poissons, les oiseaux reviennent, ça fait du coup un écosystème qui est plus vivant, une mer qui est plus saine, et ça profite à tout le monde. Et ce témoignage-là, il est rare, il est précieux, et notamment parce qu'en France, on peut comprendre, comme il n'y a pas de vraies aires marines protégées, il y a des tensions, il y a aussi des incompréhensions sur ce qu'est une aire marine protégée, puisqu'en fait, on n'en a pas. Donc, d'entendre ces témoignages-là et de le diffuser, c'est une absolue nécessité pour que les pêcheurs, pour que les scientifiques, pour que les acteurs politiques en France se saisissent de la question et disent « Ben voilà, les autres l'ont fait, ça fonctionne, ça a des bénéfices, et bien nous aussi on va le faire ». Donc la gouvernance, ce sont vraiment l'ensemble des parties prenantes qui se réunissent pour prendre les décisions derrière, donc les réglementations qui vont en découler. Et la gestion, c'est vraiment les mesures qui sont prises, typiquement la longueur de filet autorisée pour un bateau de moins de 12 mètres. Voilà. Le fait de savoir qui est autour de la table et le fait qu'il y ait plusieurs parties prenantes autour de la table, donc dans la prise de décision, c'est important pour ne pas que ça soit uniquement descendant, que l'ensemble des acteurs, donc on va parler de l'administration bien sûr, qui va avoir ce rôle un peu de réglementer, de mettre les barrières et le cadre réglementaire. Les scientifiques pour formuler les avis, qu'est-ce qui se passe sous l'eau, dans quel état sont les populations ou les écosystèmes. Les pêcheurs, c'est extrêmement important que les pêcheurs soient également autour de la table dans cette gouvernance collective, puisque sans compréhension de la mise en place de cette réglementation, il n'y aura pas de respect non plus derrière des mesures de gestion et de toutes les mesures réglementaires qui en découlent. Et les ONG aussi, toute la partie société civile, pour pouvoir un peu avoir des garde-fous sur l'aspect aussi environnemental quand on prend les décisions réglementaires. Ce qu'on voit ce matin dans les échanges avec les pêcheurs mauritaniens, c'est que les pêcheurs sont souvent les plus maltraités de la chaîne, alors que ce sont eux qui sont à l'origine, et sans eux, on n'a pas de poissons. Donc c'est eux qui devraient être les mieux traités, et ceux qui devraient être en position de force, et c'est pas le cas malheureusement. Donc c'est intéressant de croiser les regards entre donc, les thématiques très proches à la France et ce qui se passe en Mauritanie, et ce qui est intéressant et ce qui ressort de ces échanges, c'est qu'on retrouve quand même beaucoup de thématiques communes, malgré les différences de pays et d'enjeux et de poissons pêchés. Et ce qu'on retient, c'est qu'il y a quand même toujours cette dichotomie entre pêche industrielle et pêche artisanale, que la pêche artisanale est très souvent délaissée et des décisions et des décisionnaires et des prises de décision. Et donc en fait, ça c'est l'enjeu majeur aussi pour redonner du sens à la pêche artisanale. Ce que je retiens de ces échanges entre France et Mauritanie, c'est des problématiques qui sont un peu similaires avec des causes un peu différentes, mais c'est cette nécessité de cogestion. Pour moi, en Afrique de l'Ouest, cette cogestion a été mise en place. Visiblement, elle n'est pas spécialement reconnue au niveau de l'administration. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est comment, à l'échelle internationale, on peut faire reconnaître la cogestion comme un moyen de gestion de la pêche artisanale, de la petite pêche côtière, peu importe le pays.